Oui, tout ça, on est un peu en retard. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h19. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Axel Fachus. Il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère. Il est venu depuis Brest pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon et merci de me recevoir dans votre émission. Voilà, le train était à l'heure, tout se passe bien. Nous allons parler de politique. Alors c'est toujours un petit peu difficile après la chronique d'humour de Christophe Hamon. Mais là, on va parler de choses sérieuses. On va parler de l'Europe et on va parler aussi du climat politique très compliqué aujourd'hui, alors que cette campagne pour les élections européennes du 9 juin, j'allais presque dire, atteint sa vitesse de croisière. Climat tendu, on l'a vu lors du 1er mai et des rassemblements un petit peu partout en France, et un rassemblement en particulier à Saint-Étienne, où Raphaël Glucksmann, qui porte la liste du Parti Socialiste et de Place Publique au niveau de la campagne européenne, a été chahuté, a dû être exfiltré, n'a pas pu participer finalement au défilé du 1er mai. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a mis en colère, Axel Fachus, ou est-ce que vous vous dites finalement, voilà, on est arrivé à ce taux de colère dans le pays? Oui, je crois que le 1er mai, c'est pas une journée faite pour de la violence, pour des incitations à la haine, comme il s'est passé mercredi. Raphaël Glucksmann était présent dans les cortèges pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, comme nous tous. Et on n'a pas cette place, en tout cas, de se faire sortir d'une manifestation avec de la peinture, des G2. Franchement, oui, c'est honteux, ça m'a mis en colère. Les militants qui ont fait ça se trompent totalement d'adversaire. C'est une autre gauche, c'est pas la gauche enfin les idées de gauche humaniste que vous portez? Mais c'est absolument pas la gauche. La gauche, c'est celle qui défend le social, qui défend la transition écologique, qui défend la paix aujourd'hui, qui défend la démocratie. Et je crois que là, où Raphaël Glucksmann est clair depuis le 7 octobre, parce que c'est ça qui lui est reproché, l'attaque du Hamas et sa position, il est clair depuis le départ et il se fait sortir d'une manifestation. Je trouve ça absolument honteux face à une extrême droite aujourd'hui qui a 30% cumulé, qui va jusqu'à 40%. Je crois que c'est honteux d'avoir fait une chose pareille. Les personnes de gauche qui ont fait, alors en l'occurrence c'est les filles qui a été pointée du doigt par Raphaël Glucksmann lui-même, se trompent de combat? Complètement. Complètement. Il y a effectivement des militants de la France Insoumise qui étaient présents. Ils essayent de le démentir parce qu'ils savent que ça peut nuire à leur campagne. Mais non, il y a une personne et un militant d'ailleurs qui était présent et qui l'a revendiqué. Il s'appelle Lionel Jamon. Il était candidat suppléant aux législatives de 2022. Donc oui, effectivement, il y avait des militants de la France Insoumise. Il y avait aussi des jeunes communistes, on l'a vu. Je voudrais pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, par exemple, dans mon territoire, je n'ai aucun problème à travailler avec les jeunes communistes ou certaines personnes de la France Insoumise. Malheureusement, c'est leurs partis qui sont encore une fois pointés du doigt. Donc, j'espère qu'ils réagiront. La France Insoumise, on la voit aussi aujourd'hui pointée du doigt par rapport à ce qui se passe dans nos universités. On le voit, Sciences Po Paris est à nouveau occupé. Des étudiants ont même décidé d'entamer une grève de la faim. On l'a appris ce matin par l'agence France Presse. On accuse Jean-Luc Mélenchon d'aller vers le chaos, d'agiter quelque part cette jeunesse qui a des revendications légitimes. Est-ce que c'est dangereux selon vous, ce climat qui s'instaure en France ? Le climat politique, effectivement, aujourd'hui, a une tendance à vouloir aller vers la violence, à vouloir aller trop vite vers la haine, que de débattre démocratiquement. C'est quelque chose qui est regrettable, et on sent que le climat est assez tendu en ce moment. Malgré ça, pour revenir sur les épisodes de Sciences Po, bon, on a tendance à râler quand les jeunes ne s'intéressent pas de la politique, quand les jeunes sont sur Internet et ne font rien d'autre de leur journée. Bon, pour une fois, effectivement, les jeunes le montrent. Ils s'intéressent à une situation très préoccupante qui est la situation de la Palestine et de l'Israël. Effectivement, ils s'engagent aujourd'hui pour la paix. Ils font des manifestations pacifiques. Je crois que, en tout cas, c'est remarquable de voir une jeunesse qui aujourd'hui est capable de s'engager pour la paix et vouloir
que ce monde aille mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation justement de la jeunesse? C'est là encore des choses qu'on a pu entendre ou lire dans la presse ces derniers jours. Manipulation là encore de la part... Alors c'est souvent Jean-Luc Mélenchon qui est pointé du doigt, mais est-ce qu'il y a un danger ou en tout cas il y a une surveillance à avoir à ce niveau-là? Je crois que la surveillance, elle est de façon globale. Parce que, comme on le disait il y a un instant, le climat est tendu. Donc évidemment qu'il peut y avoir des débordements à chaque fois. Simplement, là en tout cas, les jeunes qui s'engagent, il y a peu de violence. Il y a évidemment certains propos qui sont regrettables, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en marge de ces manifestations et qui font n'importe quoi. Mais en tout cas, dans la globalité, je crois qu'on doit féliciter ces jeunes qui veulent faire bouger les choses. Voilà, faire bouger les choses, c'est aussi le fait de faire de la politique. Vous vous êtes engagé en politique, Axel Facius, pour porter ces valeurs de la social-démocratie, on le dit comme ça, au niveau européen. Des valeurs aujourd'hui que l'on sent un petit peu mises, j'allais presque dire au second plan. On est plus dans une vision franco-française de l'actualité. Alors on va essayer de parler d'Europe, même si... l'actualité française résonne forcément avec ces grands sujets européens et on pourrait parler éventuellement de l'énergie. C'est une grande préoccupation aujourd'hui et ça va aussi avec l'économie, puisque aujourd'hui on a des Français qui ont du mal à payer leurs notes d'électricité, qui ont du mal à s'en sortir. L'inflation est passée par là et on va aussi aller vers une forme d'austérité, en tout cas si l'on en croit les propos du ministre Bruno Le Maire. Est-ce qu'aujourd'hui il va falloir prendre... J'allais presque dire à bras-le-corps la question de l'énergie, qui est vitale pour les Français, pour les Européens plus largement. Est-ce qu'il va falloir, par exemple, ne plus indexer les coûts de l'énergie, comme l'ont fait quelques pays, on pense à l'Espagne et au Portugal, sur les prix du gaz? Je crois que le sujet de l'énergie est un de nos futurs combats, qui va être un des plus grands combats. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise climatique aujourd'hui qui nous menace fortement. Elle a déjà commencé, elle est déjà présente. Donc oui, effectivement, le sujet de l'énergie est essentiel. Il va falloir, pour cela, engager cette transition, mais pouvoir garantir à chaque Française et Français, ou chaque Européen et chaque Européenne, une transition écologique, mais qui ne les pénalise pas non plus, et qui leur permet d'avoir toutes les ressources nécessaires, notamment en électricité. Donc il faut une énergie plus verte, il faut faire cette transition avec un mix énergétique, en sortant des énergies fossiles, avec un mix avec le nucléaire, l'éolien et les énergies renouvelables, mais il faut aussi permettre que cette électricité soit moins chère. Et cela, c'est possible au niveau européen. Donc il faut agir rapidement. J'espère que d'ici le 9 juin, une fois les élections seront effectuées et seront déroulées, il faudra effectivement, nous en tout cas à gauche, porter cette politique de l'énergie qui est plus verte et moins chère. Alors on a vu Bruno Le Maire, encore lui, se rendre à Saint-Nazaire hier pour inaugurer un parc éolien et redire sa volonté de pouvoir aller plus vite sur le développement de l'éolien, en particulier en France. Il y a également le nucléaire. Alors il y a une opposition des écologistes, en particulier face au nucléaire. La position du Parti socialiste, on l'a compris, est plus une position de transition sur de long terme aussi. Oui, effectivement, je comprends ce que disent les écologistes, c'est qu'ils veulent à long terme sortir du nucléaire. Et nous aussi, on le dit, que ça ne pourra pas être une solution qui est durable sur 50 et plus années. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, si on réussit notre transition écologique à l'heure actuelle, c'est absolument essentiel d'avoir le nucléaire, parce que sans ça, on risque pas de faire la transition écologique. Les pays qui ont voulu sortir du nucléaire n'ont pas réussi, l'Allemagne notamment, et ils pourront pas avoir recours assez rapidement aux énergies renouvelables, et donc les prix augmenteront. Donc effectivement, nous, ce qu'on prône au Parti socialiste, c'est un mix énergétique pour pouvoir au moins sortir des énergies fossiles très rapidement. Voilà, une transition plutôt assez rapide quand même, mais en gardant le nucléaire. Il y a aussi une autre question aujourd'hui, on parlait de la question économique, elle rejoint aussi l'interrogation de la défense de l'Europe. Au moment où on a une guerre aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine, on en parle beaucoup sur cette antenne, et la demande pressante de l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne, on pense aussi à la Moldavie qui se sent agressée par la Russie, ça va aussi poser la question
d'une forme de, allez, on va dire, d'ouverture économique à ces pays qui veulent rentrer très vite. Et ça crée aussi une inquiétude, on l'a vu avec les agriculteurs qui le disent, si demain l'Ukraine entre dans l'Europe, ça va être compliqué. Est-ce que là aussi, il va falloir, j'allais presque dire, ménager la chèvre et le chou, faire rentrer l'Ukraine, mais mettre des règles, hein? Ben, en fait, il suffit de respecter la procédure de l'Union européenne. Et il faut le rappeler parce qu'il y a trop souvent des fake news et des slogans qui disent stop à l'Ukraine dans l'Union européenne, alors qu'il faut rappeler simplement comment ça se passe. Quand on fait une demande de candidature pour entrer dans l'Union européenne, il faut valider l'acquis communautaire. Et l'acquis communautaire, c'est une négociation chapitre après chapitre pour que le pays qui est candidat puisse avoir les mêmes valeurs que nous, Européens, dans l'Union européenne, et que l'économie soit stable, les institutions politiques soient stables aussi. Donc l'Ukraine, si elle vient à être dans notre Union, effectivement, elle devra le respecter, l'acquis communautaire. Et donc il n'y aura pas de problème sur nos marchés, parce qu'elle sera mise au niveau. Et c'est pour ça que ça met du temps, et que je suis favorable en tout cas à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais pas tout de suite, c'est-à-dire une fois qu'elle sera mise à niveau et qu'elle aura réussi à valider ces chapitres. Alors, la défense, c'est aussi le grand questionnement, allais-je dire, aujourd'hui, autour de cette campagne européenne. On a entendu les propos du président de la République, propos controversés. Il a d'ailleurs redit à The Economist avant-hier, pourquoi pas envoyer des troupes au sol si demain il y avait une nécessité. Il faut combattre la Russie, il faut préserver l'Ukraine. Voilà en gros le message présidentiel. Message quand même assez angoissant hein, depuis plusieurs semaines maintenant, on n'avait pas se dire plusieurs mois. Il y a cette menace d'envoyer des troupes. Et puis, il y a aussi ces pistes pour une Europe de la défense qui ne font pas l'unanimité. On parle d'une armée européenne. On parle peut-être aussi de partager la force de frappe nucléaire française. Là, on touche vraiment au cœur de la France et de ses acquis depuis plus de 50, plus de 60 ans même maintenant. Et peut-être même de partager ce fameux siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça fait beaucoup de choses et ça fait beaucoup aussi d'interrogations aujourd'hui. Effectivement, bon, il suffit d'abord de constater qu'Emmanuel Macron fait très souvent des discours sur l'Europe, puis il n'y a jamais d'acte. Il a eu la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. Vous dites qu'il faut être rassuré là. On n'a rien vu. Donc, il faut simplement dire les choses comme elles sont. C'est qu'Emmanuel Macron a beau nous faire de grands discours à la Sorbonne, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il fait au niveau européen. Sur le sujet de la défense, effectivement, je crois que pour préserver l'Union européenne, il faut qu'elle se dote d'une défense. Nous, les socialistes, nous sommes pour une politique européenne de la défense à petits pas. C'est-à-dire qu'on y va étape par étape. On va pas commencer à faire une arme nucléaire avec 27 États alors qu'on n'a même pas une armée commune. Il faut y aller étape par étape, je le redis. C'est donc commencer par investir à 27 sur la défense et pouvoir au moins avoir une armée européenne qui nous permet de nous défendre. Alors, armée européenne, mais la force de frappe, on en fait quoi dans cette armée européenne? Parce qu'il y a aussi cette interrogation, cette peur même quelque part. Eh bien, une fois qu'on aura cette prérogative à l'échelle de l'Union européenne, ce sera décidé à 27 au Conseil européen. Donc, il n'y aura pas de problème dans la cohésion et dans l'application de cette défense et de cette armée. Donc, effectivement, oui, ce sera à l'unanimité au Conseil européen et on pourra au moins avoir une sécurité dans l'Europe. Vous comprenez les Françaises, les Français qui s'interrogent en se disant, ben oui, on nous dépossède un petit peu de ce qui faisait on va dire la grandeur, le fleuron de la France, cette fameuse force de frappe, et la France disparaît dans tout cela. On l'entend beaucoup, on a entendu M. Bardella s'exprimer sur le sujet. Est-ce que là aussi, il y a une prudence à avoir? Ben, M. Bardella devrait se renseigner parfois sur les traités européens, il devrait peut-être les lire et retourner effectivement faire ses études pour apprendre justement l'Union européenne comme elle l'est. Les États restent souverains dans l'Union européenne quand ils adhèrent. Ils restent souverains, ils gardent la main sur l'Union européenne une partie parce que ils sont présents dans toutes les instances, tout se décide dans le Conseil de l'Union européenne qui préserve les États
et le Conseil européen. Donc les États ne sont pas menacés de s'effacer. Ce n'est pas vrai. Et ce qu'on dit, c'est que l'Union européenne, c'est le meilleur échelon pour avoir des politiques de cohésion. Alors les politiques de cohésion, on va en parler dans un instant. Je voulais juste revenir sur le fait que le Rassemblement national, on le voit, est assez haut dans les sondages. On lui prête 32%, certains sondages même ce matin 34%. J'imagine que ça vous inquiète au Parti socialiste et plus largement sur la gauche social-démocrate. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi finalement le Rassemblement national est si haut dans les sondages? Alors là encore, on va rester prudent, ce ne sont que des sondages. Effectivement, oui, c'est très inquiétant de voir aujourd'hui une extrême droite à 40% avec Marion Maréchal et Jordan Bardella. Je crois que la gauche a un moment dans le passé raté complètement le moment, raté les rendez-vous. Et je crois qu'on a déçu. Et c'est pour ça qu'effectivement, des gens parfois plus démunis, qui attendaient beaucoup de nous, sont déçus et sont en colère. Et donc vote pour le Rassemblement national. Vous avez perdu finalement l'électorat, quand je dis vous, je parle des socialistes qui ont été au pouvoir, vous avez perdu l'électorat populaire, comme on le dit? Oui, je pense qu'à un moment, effectivement, ça s'est mal passé dans notre action et effectivement, on n'a pas été bon pour, en tout cas, même pas des questions politiciennes, de garder un électorat, mais vraiment défendre les plus démunis et les plus pauvres. Je crois aujourd'hui que c'est notre rôle, nous la nouvelle génération, nous les jeunes qui s'engagent au Parti socialiste, d'engager cette transition, d'aller vers l'avant et de vouloir changer ce qui était mal fait et vouloir avancer. Alors, c'est difficile de refaire, on le dit souvent, c'est plus facile de casser des dynamiques que de les remettre en place. La politique sociale, on voit, elle est au cœur de la préoccupation des Français. On a également la sécurité. On a reproché beaucoup d'ailleurs à la gauche de ne pas s'être, à la gauche en règle générale, je prends le terme générique, de ne pas s'être assez occupé des questions de sécurité, par exemple, ou encore d'immigration. Et aujourd'hui, voilà, on a le Rassemblement national qui montre comment la gauche peut s'emparer de ces questions de société d'une façon humaniste et simple. Ne pas avoir peur d'aller sur leur thème. Ne pas avoir peur de parler de sécurité, parler d'immigration. Moi, je n'ai pas peur de parler de ces sujets. Peut-être parce que je suis jeune et que parfois on a une vision différente des anciens qui sont plutôt gênés ou pas à l'aise sur ces sujets-là parce qu'on voit l'extrême droite qui en parle tout le temps. Mais je crois effectivement qu'il faut en parler souvent, il faut en parler sans avoir peur et permettre justement aux Françaises et aux Français de montrer que nous on a des vraies propositions sur la sécurité. Vous croyez que sur ce sujet, nous on dit on est une gauche molle et que si on est maire demain, si on est président d'un département, président de région, on n'assure pas du tout la sécurité des Françaises et des Français et on s'en fout? Pas du tout. Nous, effectivement, on garantit la sécurité aussi. Mais comment? Avec des propositions concrètes, sans arrêter de trouver la faute sur quelqu'un d'autre ou sur l'étranger comme le fait Jordan Bardella. Non, la sécurité, nous, c'est police de proximité, c'est garantir effectivement une pleine activité de la police sur nos territoires, etc. Et vraiment garantir à tous la possibilité d'être tranquille. Sur l'immigration, on voit aujourd'hui des propositions qui émanent de l'Union européenne. On a vu ce pacte immigration qui a été voté au niveau du Parlement européen. Le PS l'a pas voté. Vous pourrez nous en dire un mot tout à l'heure. Ce pacte immigration, il est censé réguler l'arrivée de migrants, comme l'on dit, sur le territoire européen. Certaines associations le dénoncent en disant que voilà, c'est une gabegie humanitaire. Au contraire, les partis plutôt situés à droite ou à l'extrême droite, eux, ne le trouvent pas assez coercitif. Il va falloir pourtant demain imaginer l'immigration en Europe et la répartition des migrants avec les guerres, évidemment, mais aussi les réfugiés climatiques. Est-ce que ça va être le grand défi, j'allais presque dire, des années à venir pour l'Europe, accueillir les migrants ou alors simplement fermer les frontières? Voilà, je me fais un peu provocateur. Bon, en tout cas, il faut agir. Ça, c'est sûr. On voit qu'il y a un constat clair. Il y a un véritable problème sur l'immigration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des bateaux dans la Méditerranée avec de nombreuses personnes qui meurent dans la mer. Et je crois que quand on voit ça, effectivement, on doit dire oui, il faut une action.
L'action à l'échelle européenne est sûrement la plus adaptée. Pourquoi? Parce qu'on est 27 États, qu'ils arrivent dans les mers et que les mers traversent les frontières. Donc, il faudrait une action à l'échelle européenne. Il y a eu ce pacte asile-immigration. Les socialistes, les sociodémocrates européens ont voté contre. Ils ont voté contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures qui sont dangereuses dans ce pacte. Il y a la détention des familles et enfants jusqu'à 4 mois dans des centres. Il y a des mesures qui font des procédures expéditives des demandes d'asile. Ça, c'est inquiétant. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut agir. Agir comment? Il faut avoir des propositions claires. Nous, on propose de créer un GIEC migratoire et permettre une planification. C'est-à-dire que de se faire sans action, voire des morts devant nous, nous, on dit il faut planifier. À 27, on prévoit comment on s'organise. On se répartit. On arrête d'avoir des attitudes nombrilistes où chacun regarde son simple intérêt. Non, on agit ensemble et on fait en sorte de bien répartir une action concrète. Et il faut convaincre les différents pays européens. On est 27 aujourd'hui. On imagine que des pays comme la Hongrie, c'est difficile de discuter avec la Hongrie qui a une position plutôt assez conservatrice. Est-ce que là aussi, il va falloir avoir une véritable, allez, j'allais dire, démarche politique? Heureusement que dans ces sujets-là, si la gauche gagne, c'est la majorité qui l'emporte. Et donc, effectivement, ces mesures pourront être mises en place. Cependant, la politique de Viktor Orban, c'est celui qui est soutenu par Marine Le Pen et Jordan Bardella au niveau européen, qui est Premier ministre de la Hongrie, et qui méprise les homosexuels dans son pays, qui est terrible sur l'immigration. Donc oui, c'est dur. Mais si on a une réponse claire sur ce sujet, avec des propositions concrètes, et qu'on arrive à régler ce sujet du cimetière de la Méditerranée, eh ben, les électeurs retourneront vers nous et se diront oui, ils agissent. On va parler de social aussi, c'est important aujourd'hui. Vous parliez de cohésion tout à l'heure, il ne peut pas avoir de cohésion s'il n'y a pas une justice sociale. Or, on le voit aujourd'hui, la justice sociale, ou en tout cas l'Europe sociale, comme on l'appelle par un terme assez générique, elle a du mal à se construire, à se mettre en place. Est-ce que demain, on peut imaginer une discussion des 27 pays européens ou plus à ce moment-là, autour d'une Europe sociale, autour d'une coordination sociale de l'Europe? Il le faut. Il le faut à tout prix parce qu'il y a des combats à mener pour des personnes en difficulté et dans des situations précaires. Si on n'agit pas, il va y avoir de nombreux problèmes. Et il y en a déjà. Le problème des Ouïghours, c'est des problèmes sociaux. Les Ouïghours méprisés en Chine. Le problème de TikTok qui se répand partout avec aucun contrôle. Shein qui fait d'événements à bas prix avec du travail forcé. Ça, c'est des problèmes sociaux. Et Raphaël Glucksmann se bat contre ces plateformes. Donc oui, il faut faire l'Europe sociale. Et elle n'a jamais été faite, pratiquement. La droite a dominé l'Europe. Donc aujourd'hui, dans ces élections européennes, c'est à nous d'engager ce tournant. Avec une Europe aussi coincée, vous parliez de la Chine tout à l'heure, entre les géants, hein, on pense à la Chine, la Russie aujourd'hui, dont on parle un peu plus pour les raisons que l'on sait, mais il y a aussi l'Inde, il y a aussi l'Afrique qui, j'allais dire, prend une forme d'autonomie, en tout cas elle s'est définie pour cette forme d'autonomie. Et puis on a la question américaine, le géant américain et les élections à mi-mandat en novembre, et peut-être le retour de Donald Trump. Là aussi, on est dans une situation géopolitique très instable. Oui, effectivement, les États-Unis vont peut-être voir Donald Trump revenir. On sait ce qu'a été Donald Trump. Il a baissé ses contributions à l'ONU. Il a voulu avoir une attitude complètement recentrée sur lui-même. Et la sorte de parapluie européen qui domine sur l'Europe ne peut ne plus exister. Il a prévenu, hein, il a dit voilà, on remettra en cause la protection de l'Europe par l'OTAN finalement. D'un côté, il y a les États-Unis qui pourraient nous lâcher, et de l'autre, il y a la Chine qui est en train de monter d'une façon exponentielle sa croissance. Alors là, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sans s'affirmer, sans force, ou alors est-ce qu'on devient une véritable puissance européenne qui s'affirme entre ces trois-là?
La question va être tranchée, forcément au niveau européen. Est-ce que l'Europe, il nous reste 3 petites minutes, est-ce que l'Europe doit avoir une existence plus, allez, j'allais dire plus forte? On dit aujourd'hui l'Europe, bon ben voilà, c'est grand, c'est une puissance économique. Bon, on n'a pas encore fait l'Europe de la défense, on en parlait tout à l'heure. Mais on a quand même l'impression que l'Europe a du mal à s'affirmer dans le concert des nations. Oui, complètement. Il faut réindustrialiser l'Europe, il faut qu'elle redevienne une puissance certaine. Je pense que si on investit dans les industries vertes, si on engage cette Europe sociale, on sera une Europe de progrès, une Europe qui grandit, une Europe qui protège, et effectivement on pourra s'affirmer sur le plan international. Un dernier mot, plutôt un peu de politique politicienne. On a commencé par là. On va conclure avec ce constat. Aujourd'hui, la liste de Raphaël Glucksmann, qui revient de loin, on peut le dire, progresse constamment dans les sondages. Alors, je crois qu'elle est aux alentours de 14 à 16%. Elle talonne la liste de Valérie Hayé, donc de Renaissance, de Renew. Est-ce que pour vous, c'est un signal, c'est un signe? L'extrême droite est à 30%. Valérie Hayé est dans une chute incroyable. Parce qu'en fait, il y a, je pense, certains Françaises et Français qui sont sondés, qui ont enfin compris, je crois, ce qu'est Emmanuel Macron et effectivement qu'au niveau européen, il n'est pas la solution. Sinon, Jordan Bardella ne serait pas si haut dans les sondages. Je crois que dans ce duel Macron-Le Pen ou Hayé-Bardella, les gens en ont marre depuis 2017 d'avoir toujours le même débat, toujours les deux mêmes possibilités et pas d'autre troisième voie. Nous, aujourd'hui, avec Raphaël Glucksmann, on porte la troisième voie, celle de l'espoir, celle de l'Europe sociale, celle qui veut changer les choses, celle qui protégera demain nos agriculteurs et les ouvriers. Donc effectivement, oui, on est cette troisième possibilité et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui notre dynamique. On est la gauche raisonnable, la gauche résolument universaliste. Les gens ont besoin d'une gauche raisonnable aujourd'hui. Oui, effectivement. Dans ce duel, je crois que si on fait la gauche qui bordélise tout, qui n'est pas capable de prendre un sujet à bras-le-corps sans faire de l'utopie politique, je ne crois pas que ça va marcher et qu'on arrivera à battre nos adversaires. Si on est la gauche du réel, la gauche pragmatique, qui veut changer les choses tout en mettant un projet qui est possible, c'est surtout ça, eh ben oui, je pense que c'est possible. Voilà, on peut imaginer demain, alors on va anticiper un peu, on terminera vraiment là-dessus, que dans un futur pas si loin que ça finalement, 2027 ça va arriver vite, on peut avoir une gauche qui, j'allais presque dire, permettez-moi le terme, il est un peu fort, renaît de ses cendres. Je l'espère. En tout cas, pour 2027, ce sera un autre sujet. C'est pas aujourd'hui la question parce qu'on est dans les élections européennes. C'est un scrutin proportionnel, donc il est favorable aux listes. Mais en tout cas, une fois cette élection passée, je le souhaite fortement, union de la gauche. Voilà, et inviter évidemment les électrices et les électeurs, les jeunes, à se rendre aux urnes, hein, parce que c'est ça le grand danger aussi, c'est l'abstention. Ah évidemment, les jeunes, il faut qu'ils s'intéressent à la politique. S'ils ne s'intéressent pas à la politique, elle s'occupera d'eux. Et il y a de nombreux sujets jeunesse dans ces élections européennes, Erasmus, les contrats d'apprentissage européens à harmoniser. Donc oui, les jeunes, mobilisez-vous, c'est hyper important. Le message est passé. C'était Axel Fachus qui était avec nous ce matin. Il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère. Il est venu exprès de Brest pour être avec nous ce matin au micro de la matinale. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous Stéphane Hamon. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.